Bonjour à tous. Tout d'abord, je tenais à remercier les organisateurs et puis les partenaires associés de m'avoir invité pour cette intervention ce matin. C'est avec grande joie que je vais vous partager un petit peu nos découvertes par rapport aux habitats inclusifs et solidaires, parce que je fais partie d'une cellule mobile de soutien aux habitats inclusifs solidaires qui est initiée par la Fondation SUSA. Donc, la Fondation SUSA, c'est un service universitaire spécialisé en autisme. Et ce projet est financé par le FSE+, et soutenu par la VIC. Et donc l'objectif, je vais vous le présenter, c'était de voir un peu comment on vit dans ces habitats inclusifs solidaires. Et moi aujourd'hui, je vais vous montrer en quoi ces habitats peuvent être un outil de citoyenneté et aussi de valorisation des rôles sociaux. Alors donc, je vous ai parlé de cette cellule mobile, donc la cellule mobile de soutien aux habitats inclusifs. Elle se nomme Semer, et puis ce nom a été choisi avec finalement toute une réflexion. Donc Semer, c'est parce que à la fois l'objectif c'était de mettre en lien les différents habitats inclusifs solidaires et puis de semer des bonnes idées, donc s'inspirer des pratiques pour pouvoir les partager entre habitats inclusifs solidaires. Il y a la notion de mobile aussi, donc l'objectif c'était vraiment d'aller à la rencontre de ces habitats, de rencontrer à la fois les professionnels qui gravitent autour de ces habitats, mais aussi d'aller à l'encontre des habitants pour voir un peu quel est leur parcours et quel est aussi leur vécu au sein de ces habitats inclusifs solidaires. Alors bien sûr, il y a la notion d'inclusif, et puis le AI, c'était aussi pour délimiter notre zone qui normalement la zone d'intervention était dans la province du Hainaut, mais vous allez voir qu'on a élargi un petit peu cette zone d'intervention parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins dans d'autres provinces aussi. Alors au niveau de nos missions de la cellule mobile, l'objectif c'était à la fois cartographier les HIS dans le Hainaut, et ce travail de cartographie est également présent dans une association qui s'appelle Habitat et Participation. Et eux, ils ont déjà sur leur site Habitat Groupé une cartographie où vous allez retrouver les différents types d'habitats novateurs, dont les habitats inclusifs solidaires. Alors l'objectif aussi, c'était d'identifier les caractéristiques communes et d'identifier aussi surtout les besoins. Et donc là, c'est le gros travail qu'on a fait actuellement, c'est de pouvoir mettre en avant quels sont les besoins au sein de ces habitats, et je vais vous en faire part aussi à la fin de ma présentation dans les conclusions. L'objectif aussi, c'est de former et sensibiliser au HIS, et donc après la démarche exploratoire qu'on a menée, l'objectif, ce sera d'aller voir les différents professionnels, les habitants, mais aussi d'autres services. On a notamment identifié les services d'accompagnement dans le domaine du handicap, qui sont des interlocuteurs privilégiés par rapport aux habitats inclusifs solidaires, parce que dans les services d'accompagnement, on n'a pas forcément connaissance de ce type d'habitat, et on a tendance à chercher en tout cas une autonomie maximum pour les personnes. Donc on a souvent la vision du logement individuel, et on a parfois tendance à oublier qu'il existe des habitats groupés et communautaires qui peuvent aussi être un tremplin pour les personnes qui souhaitent habiter chez elles et habiter autrement. Et alors l'objectif aussi, ça sera de soutenir les HIS. Alors on a déjà, je vous montrerai un exemple de soutien et d'accompagnement qu'on a fait auprès d'une habitante dans un habitat, dans un HIS, mais aussi de pouvoir soutenir les professionnels qui travaillent de manière collective, revenir par exemple sur la notion de collectivité, sur leur charte, sur leur règlement d'ordre intérieur, voir un peu comment on peut travailler le collectif, parce que souvent ce qui est choisi c'est des moments de régulation, des moments de réunion, mais les habitants nous ont fait part que ces réunions étaient parfois un peu rébarbatifs, ou qu'ils n'avaient pas forcément, ils ne trouvaient pas forcément toujours d'utilité à ces réunions. Donc il y aura toute une réflexion à avoir aussi sur comment faire vivre la collectivité dans les habitats groupés. Mais ça on découvrira tout au long de la présentation, parce que je dois d'abord vous présenter c'est quoi clairement un habitat inclusif solidaire pour qu'on puisse parler le même langage. Donc voilà, ça c'est nos missions. Alors, on est parti du constat aussi qu'il y avait de réels défis en termes d'habitat en Belgique pour les publics
fragilisées ou pour les personnes en situation de handicap. Il y a déjà une étude qui avait été menée par la Fondation Chusa en 2016 et qui avait été financée par la Fondation Roi-Baudouin, où là on s'était intéressé au type de logement novateur et inclusif. Et dans cette étude, on avait déjà mis en avant une série de freins qui se retrouvent encore dans les habitats inclusifs solidaires et qu'on remarque encore après nos différentes visites. Donc au niveau des défis identifiés en 2016, on avait par exemple l'inadéquation de la législation. On parle de normes urbanistiques ou de normes communales qui sont parfois en inadéquation avec le modèle HIS. Donc parfois on se retrouve avec ce genre de difficultés. Il y a des inquiétudes aussi ou une opposition de l'entourage ou parfois même du voisinage. Ça aussi, on a rencontré des projets en construction qui ne peuvent pas être menés à terme parce qu'il y a le voisinage qui s'oppose à accueillir un habitat groupé dans leur quartier. Il y a parfois aussi des financements complexes, à la fois pour construire la HIS, donc pour le bâtiment, mais aussi pour l'accompagnement. Et donc, parfois, il faut bricoler un peu pour aller chercher des financements par-ci, par-là. Et donc, le manque de reconnaissance de l'habitat inclusif solidaire, qui actuellement n'est pas encore reconnu, et la difficulté de financement fait que le montage de projet, parfois, peut prendre énormément de temps. Et souvent, les habitats qui arrivent à se construire, c'est parce qu'il y a des dons privés, des mécènes qui interviennent, des prêts qui sont faits par les monteurs de projets. Et donc, ça, c'est une des grosses préoccupations, c'est de pouvoir être reconnu en tant qu'habitat inclusif solidaire, mais aussi de pouvoir être financé en tant qu'habitat inclusif solidaire. Et l'habitat inclusif solidaire va aussi offrir une réponse à cette aspiration qui est de vivre dans un milieu ordinaire et le plus ordinaire possible, et à la fois se sentir chez soi, mais accompagné aussi. Et ça a un côté sécurisant. Ça aussi, dans les entretiens qu'on a menés, il y avait cette phrase, c'est être tout seul, mais pas tout seul. Parce que finalement, quand je suis dans un habitat groupé, je peux avoir mon espace privé, mais je vais partager aussi des espaces communautaires dans lesquels je pourrais me sentir en sécurité. Donc ça, c'est une préoccupation aussi qui a été énoncée. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, je vais vous expliquer c'est quoi un habitat inclusif solidaire. Alors, cette définition, elle est issue du groupe de travail qui est mené par l'ASBL Habitat et Participation. Je vais vous la citer souvent parce que finalement, ce sont des précurseurs en termes de réflexion et de plaidoyer pour les habitats inclusifs solidaires. Et puis, ils soutiennent depuis de nombreuses années, depuis 1983, je pense, les différents projets. Alors, ils ne s'intéressent pas que au HIS, ils s'intéressent aussi aux habitats groupés, aux habitats légers, aux écolieux. Voilà, ils peuvent vraiment accompagner les monteurs de projets et une fois que le montage de projet est fait, ils peuvent accompagner aussi le collectif au sein de l'habitat. Donc ils interviennent notamment pour tout ce qui est rédaction de chartes, rédaction de ROI. Puis il y a des juristes aussi qui y travaillent, donc ils peuvent donner des indications et des conseils pour les aspects aussi plus réglementaires. C'est ça qui est intéressant. Et donc, ils ont un groupe de travail sur les habitats inclusifs solidaires à la fois en Wallonie et à la fois à Bruxelles, et ils ont essayé de donner une définition. Comme pour l'instant, il n'y a pas de reconnaissance de label existante de ce terme, ils ont fait leur propre définition. Alors, l'habitat inclusif et solidaire, déjà, c'est une forme d'habitat groupé. Ça, c'est finalement la première chose, qui va reposer sur un projet commun, fondé vraiment sur des valeurs partagées. Et l'objectif, c'est de renforcer les liens entre les habitants, tout en soutenant leur autonomie maximale et le développement de leur potentiel. Donc, dans le côté inclusif, il y a le fait qu'on va inclure une personne avec fragilité, on va essayer de travailler avec elle pour rompre son isolement social, et à la fois, on va aussi mettre en place des conditions nécessaires pour que cette participation sociale se déroule bien. Donc il y a vraiment une dynamique de participation sociale. Et alors, il y a aussi la question de la gouvernance de son lieu de vie. Les personnes
elles vont être décisionnaires comme les autres habitants sur les questions relatives à leur habitat. Et alors, quand on parle d'inclusif et solidaire, il y a aussi le fait qu'on va retrouver dans ces habitats un soutien mutuel entre habitants qui sera non contractuel, qui est libre et consenti, et qui permet finalement de créer des solidarités intéressantes et une entraide naturelle. Et l'objectif des habitats groupés, c'est aussi d'avoir un ancrage plus local et donc de s'insérer aussi dans le quartier. Donc il y a à la fois un soutien mutuel entre habitants, mais aussi un rayonnement sur le quartier et à plus large échelle sur la communauté pour que les personnes puissent réellement vivre des situations de participation sociale. Alors il existe aussi des principes fondamentaux en termes d'habitat inclusif solidaire. Par exemple, il y a le fait que ok, voilà, c'est réglé. Alors, il y a la question de l'environnement ordinaire. Donc, dans ce qu'on... Pardon. Donc, il y a la question de l'environnement ordinaire, c'est-à-dire que quand on a fait les entretiens, beaucoup ont voulu opposer l'habitat inclusif solidaire au milieu institutionnel, en disant attention, on n'est pas sur un milieu institutionnel, on n'est pas sur un milieu résidentiel, donc il faut que ça soit un cadre de vie normal dans un quartier qui soit animé, et surtout, ça c'est le plus important, il faut que les personnes elles se sentent réellement chez elles, donc elles doivent pouvoir s'approprier leur lieu de vie. Alors, il y a aussi un petit nombre d'habitants qui est accueilli. Alors, c'est très variable parce que parfois vous avez un immeuble avec plusieurs appartements et des espaces communautaires. Parfois, c'est une chambre avec des espaces communs. Et là, on est plus sur un modèle de colocation. Mais de manière générale, on est sur un petit lieu d'habitation où on ne sera pas dans une méga structure où on va accueillir 35 personnes comme on peut le faire parfois en milieu résidentiel. Alors il faut aussi que dans l'habitat inclusif et solidaire, on apporte du soutien aux personnes accompagnées, que ça soit de manière individualisée. Et là, finalement, on s'est rendu compte que dans nos entretiens, il y avait parfois cette difficulté pour les personnes de se créer un réseau de professionnels extérieurs. Ça, c'est d'ailleurs un des principes, c'est d'avoir des professionnels extérieurs qui seront présents. Et voilà, ça c'est quand même une philosophie qui est importante dans l'habitat inclusif solidaire, c'est que la personne habite chez elle et qu'elle va avoir recours à des services en fonction de ses besoins. Mais parfois, il y a certains habitats qui se sont fait subsidier, agréer, avec d'autres, finalement, enfin, pour recevoir un financement de l'accompagnement. Et donc, ces services ne sont plus trop externalisés. Alors, ce qui va avec ça, c'est le réseau de soutien volontaire aussi. Donc, il faut que les personnes elles puissent avoir des voisins, de la famille, de l'entourage qui soit vraiment proche d'elles pour pouvoir la soutenir. Et puis, il y a la notion d'activité inclusive et valorisante. Là, c'est là où on sera le cœur de mon propos. Je vais vous présenter en quoi les habitats inclusifs solidaires permettent de développer ces activités inclusives et valorisantes. Donc, il y a la notion aussi d'uniformisation des services, ou plutôt de la non-uniformisation des services, qui est importante aussi dans les principes fondamentaux. Alors, je vais venir directement parce que je pense qu'il me reste un peu moins de la moitié, ça ira. Du coup, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on a découvert au sein de ces habitats inclusifs solidaires. Alors, au niveau de notre approche, donc, on est directement allé auprès des acteurs de l'habitat inclusif solidaire. On a rencontré 8 projets, 2 en construction. Ceux-là, ils étaient intéressants pour connaître les défis liés au montage. Mais on a aussi rencontré des projets qui sont bien présents et qui sont là depuis de nombreuses années. On a favorisé aussi une étude qualitative et inductive, c'est-à-dire qu'on avait prévu des guides d'entretien semi-directifs qui ont d'ailleurs été revus avec un comité d'avis composé de personnes expertes qui nous ont donné leur avis sur les questions qu'on allait poser. Et l'objectif, c'était vraiment de partir d'une feuille blanche et de dire on va aller à la découverte de ce qui se passe et on verra un peu quels sont les besoins, quelles sont les recommandations, quels sont les leviers à activer au sein de ces habitats inclusifs.
Donc l'objectif ici, aujourd'hui, c'est de vous montrer en quoi ces habitats inclusifs solidaires sont un outil de citoyenneté et de valorisation des rôles sociaux. Alors, un petit rappel, être citoyen, c'est quoi? C'est être reconnu comme membre de la cité, c'est avoir des droits et des devoirs. Par exemple, le droit de choisir où j'habite, le droit de choisir avec qui j'habite, le droit de trouver des offres diversifiées pour créer un projet de logement qui soit en adéquation avec mes besoins. Il faut aussi que les personnes puissent participer à la vie de la cité et donc qu'elles aient un projet et qu'elles ont une part active dans ce projet. Et l'objectif aussi, c'est que la personne elle puisse mettre en œuvre ses talents et réaliser des actions pour la vie de la cité. Donc, quand on revoit les principes de l'habitat inclusif solidaire, on se dit finalement oui, on rencontre ces critères-là de la citoyenneté. Il y a notamment un ancrage social qui permet aux personnes d'avoir un projet et puis de faire rayonner ce projet dans la vie de la cité. Il y a le fait d'avoir un soutien mutuel entre habitants et le fait aussi de respecter le droit d'habiter chez soi et de se sentir chez soi. Donc, pour la citoyenneté, on peut dire que les habitats inclusifs solidaires, dans leurs principes, sont un outil intéressant. Alors, je vais vous parler aussi de la valorisation des rôles sociaux, parce que quand on est une personne avec fragilité, on a tendance à avoir des rôles qui sont parfois peu valorisés ou dévalorisés, ou parfois on nous stigmatise uniquement avec notre fragilité. Et donc notre rôle, c'est d'être, par exemple, dans le monde du handicap, on entend souvent le résident, le bénéficiaire, donc la personne qui va habiter quelque part, ou la personne qui va bénéficier de services, qui ne va même pas les utiliser ou être un client, non, elle va en bénéficier. Donc il y a beaucoup de parts passives, en tout cas dans les rôles qu'on va associer aux personnes avec fragilité. Et l'objectif, c'est qu'elles puissent retrouver un rôle actif et pouvoir surtout avoir des rôles sociaux qui soient valorisés et culturellement valorisés. Et donc, les rôles vont impliquer des droits et des devoirs. Ils vont aussi varier selon les espaces sociaux et selon le temps. D'ailleurs, on a vu très fort cette différence. Les professionnels qu'on a rencontrés dans les habitats inclusifs solidaires, jamais ils nous ont parlé de résidents, jamais ils ont parlé de bénéficiaires, ils ont toujours parlé d'habitants. Donc déjà ça, le terme montre qu'ils respectent le fait que les personnes habitent chez elles et que les professionnels sont là de manière extérieure pour venir soutenir. Donc il y a vraiment déjà un paradigme qui est différent quand on utilise des termes et des rôles sociaux différents. Et donc les rôles sociaux vont donner une place vraiment à la personne et va l'aider à développer son estime d'elle-même. Alors j'ai repris quelques rôles sociaux qu'on a quand on est une personne avec fragilité. On est par exemple un résident, un bénéficiaire, comme je vous l'ai dit, un patient. Attention, parfois c'est assez percutant, mais malheureusement c'est comme ça qu'elles sont parfois désignées. Le SDF, le sans-abri, le malade, la personne en situation de handicap. Et encore, on a de la chance parce qu'on utilise le terme de personne en situation de handicap et pas le terme d'handicapé qu'on entend parfois encore. Mais donc, l'objectif des rôles sociaux valorisés, c'est d'amener les personnes avec fragilité qui sont souvent réduites à des rôles dévalorisés vers des rôles plus valorisés. Et donc, habiter dans un HIS, c'est avoir plein de rôles qui sont socialement valorisés parce que je suis un colocataire, je deviens un voisin, j'anime des réunions, je suis là aussi pour décider de la vie dans l'HIS et de dire, voilà, on va se partager les tâches comme ça, on va faire des réunions à ce moment-là. Donc, ils sont vraiment des acteurs clés dans la gouvernance partagée. Ils deviennent un habitant de quartier, un ami et aussi un usager de services de droit commun. Parce que, souvenez-vous, un des principes, c'est l'appel à des services extérieurs. Et dans ces services extérieurs, il y a bien sûr les services de droit commun. Donc, on n'est plus dans l'ultra spécialisé du résidentiel et de l'institutionnel. On est plutôt dans j'habite chez moi et puis je fais appel à des professionnels extérieurs quand j'en ai besoin, comme tout à chacun. Donc pour développer la valorisation des rôles sociaux, on doit à la fois améliorer l'image sociale et à la fois aider la personne à développer ses compétences. Parce que c'est lorsque
elle va développer ses compétences qu'elle pourra exécuter des rôles sociaux. Par exemple, pour être décideur à part entière dans la gouvernance partagée, j'ai peut-être une série de compétences à développer pour prendre la parole en réunion, pour savoir dire de manière correcte et polie ce qui va et ce qui ne va pas quelque part. Donc voilà, il faut que les deux soient en commun, mais ça commence par l'amélioration de l'image sociale. Le fait de montrer à la personne qu'elle est perçue comme quelqu'un qui a des rôles sociaux valorisés va faire qu'elle va développer une série de compétences. C'est un petit peu l'effet Pygmalion, hein. On va se conformer à l'image qu'on a de nous. Et donc ça commence par là, c'est changer les terminologies, changer la manière dont on évoque les personnes avec fragilité. Alors maintenant on va faire un petit focus justement sur nos découvertes et on va voir en quoi l'habitat inclusif solidaire permet cette valorisation des rôles sociaux. Alors déjà en HIS, on a la possibilité d'être chez soi et puis d'avoir un cadre de vie qui ressemble à une maison. Donc on n'est pas dans de l'institutionnel, ou on n'est pas dans un service qui est éloigné du quartier, où on est très loin, où on voit que c'est des méga structures. Là, impossible souvent la plupart du temps, de se dire c'est une maison, ou c'est une maison partagée, ou c'est un HIS, parce que ça ressemble très fort aux autres maisons. Alors ils ont un espace privatif aussi, et les niveaux de personnalisation peuvent être très différents. Vous avez des chambres qui sont très neutres, vous en avez certaines qui sont des chambres ou des appartements qui sont très personnalisés, mais ça c'est important aussi. Les habitants nous ont dit que c'était important pour eux de pouvoir aménager leur espace privatif, et puis ça passe parfois par des petites choses comme fermer sa porte à clé, c'est avoir une boîte aux lettres tout simplement et recevoir du courrier. Ça passe aussi par choisir qui on invite dans notre espace. Et donc ça montre bien qu'on considère les personnes comme des personnes à part entière qui vivent dans une maison comme tout à chacun. Alors vous pouvez voir aussi les habitats. Alors ils sont plus ou moins grands aussi, mais la plupart du temps ils s'imbriquent très bien dans un environnement. Et parfois on ne sait même pas dire qu'on est sur une structure qui accueille des personnes avec fragilité. Donc ça va de la maison de maître par exemple ou à l'immeuble à appartement. Alors ce qu'on fait aussi dans les HIS et qui est important, c'est qu'on développe les compétences d'autonomie et la capacité de choix. Ça c'est quelque chose qui est revenu très fort dans les entretiens avec les habitants. Généralement ils relèvent d'un sentiment de plus grande liberté. Ils se sentent aussi beaucoup plus autonomes et c'est d'autant plus important quand ils ont déjà eu un vécu institutionnel. Ils se rendent compte du gap qu'il y a entre l'autonomie actuelle et le fait qu'avant tout était organisé pour eux. Donc on remarque qu'ils ont quand même une liberté importante en termes d'aménagement de leur espace privatif, des tâches dans le quotidien, du fait de rentrer, de sortir comme ils veulent de l'habitat. Donc on est vraiment sur de l'autonomie individuelle qui est fort développée. Par contre, on se rend compte qu'on parle de gouvernance partagée, il y a encore des petites choses à accomplir à ce niveau-là, parce que parfois, c'est les décisions collectives, par exemple, la décision de qui sera là comme colocataire ou comme voisin, c'est parfois le gestionnaire de l'habitat inclusif solidaire qui va prendre encore cette décision. Or, le choix de choisir son voisin, de choisir son colocataire, c'est dans l'esprit de l'habitat inclusif solidaire normalement, qu'on parle de gouvernance partagée, notamment sur des grandes décisions comme celles-là qui sont importantes aussi. Alors on favorise la participation aussi pas mal dans les habitats inclusifs solidaires parce qu'il y a des prises de décision collectives. On décide ensemble autour des repas, la répartition des tâches, l'aménagement des espaces collectifs, réflexion sur la charte. On aide aussi les personnes à résoudre des conflits et ça souvent c'est les temps de réunion réguliers qui vont permettre de faire ça. Donc les temps de réunion ça peut être des apéros conseils, des comités conseils des habitants, c'est parfois des ateliers de cohésion de groupe, enfin voilà, ça prend plein de noms différents, mais on voit à travers ces noms
qu'il y a vraiment l'envie de faire groupe avec l'ensemble des habitants. Et la solidarité, l'entraide, elle est travaillée grâce à des chantiers participatifs. Ça peut être des activités aussi collectives qui sont organisées, des week-ends entre habitants. L'habitat inclusif et solidaire, les professionnels qui travaillent vont essayer vraiment de créer cette cohésion de groupe pour que l'entraide devienne ensuite très naturelle. Ce qu'on remarque cependant en termes de résultats, en tout cas dans les entretiens, c'est que parfois cette vie sociale à l'intérieur de l'habitat a tendance à s'essouffler. On remarque par contre que quand on a des rôles attribués pour ça, comme par exemple des animateurs de vie sociale, et c'est d'ailleurs ce que les Français font actuellement, ils ont un coordinateur de vie sociale dans leurs habitats inclusifs, ben ça permet d'avoir une dynamique plus importante et de maintenir quand même le collectif. Donc ça, c'est une des choses qu'on pourrait retenir, c'est d'avoir ce genre de rôle. Alors les professionnels, ben là aussi, ils sont vus plutôt comme des facilitateurs de liens et pas comme des accompagnants. Et puis dans les habitats inclusifs solidaires, on a aussi des outils pour aider à l'engagement et à l'autonomie, comme par exemple des tableaux des tâches, comme des visuels pour expliquer comment on fait tourner une machine à laver. Tout ça va permettre de développer les compétences des personnes. Et alors ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on va essayer un maximum d'intégrer les personnes dans le quartier à travers des activités, et notamment lorsqu'il y a un animateur de vie sociale, il y aura des activités ouvertes. Donc dans les idées, il y a par exemple le fait de créer un tiers-lieu, avoir des petits déjeuners ouverts aussi aux autres habitants du quartier. Pour d'autres, c'est la participation au repas de la paroisse, donc tout ça va aider en tout cas à s'intégrer dans le quartier et à changer les mentalités. Alors je vais passer, désolée, j'ai tendance à toujours trop parler. Donc, en conclusion, on remarque que les grands principes de l'habitat inclusif solidaire, comme le chez-soi non institutionnel, la promotion de l'autonomie, de l'autodétermination, l'encouragement dans l'intégration communautaire, sont trois leviers puissants qui vont permettre aux personnes d'améliorer leur image sociale et puis de développer leurs compétences vers une meilleure valorisation des rôles sociaux. Cependant, on peut encore faire quelques petites choses dans ces habitats inclusifs solidaires. Le recours à des services extérieurs, voilà, malheureusement, comme le statut d'habitat inclusif solidaire n'est pas encore reconnu, on va aller chercher des financements de différentes manières pour accompagner. Donc il y en a certains qui sont, par exemple, des APL. D'autres qui ont demandé un agrément AVIC ou COCOF pour être logement accompagné ou service de logement supervisé, mais ils rentrent vraiment dans les critères de l'habitat inclusif solidaire. Donc à la fois, on ne peut pas les retirer de ces principes-là, mais à la fois, comme ils sont subsidiés pour autre chose, on pourrait se poser la question de est-ce qu'ils rentrent vraiment dans les principes. Donc il faudra réfléchir à cette question de labellisation peut-être pas de labellisation, mais comment on peut donner une image légale, en tout cas à l'habitat inclusif solidaire. Alors la gouvernance partagée, ça je vous en ai parlé, c'est vrai que pour l'instant ils ne choisissent pas encore leurs colocataires ou leurs voisins. Ça je pense que c'est le niveau au-dessus. Ça serait bien qu'on puisse prôner ce droit-là aussi. Alors l'ancrage local est parfois difficile parce qu'il y a des quartiers qui sont moins tranquille, la localisation de la chiesse est très importante. Donc, si vous voulez monter un projet d'habitat inclusif solidaire, pensez à ça. Il faut que le quartier soit vivant, il faut que le quartier soit accessible, il faut que les personnes puissent vraiment être dans ce lieu de vie ordinaire et pas retiré parce que ça va empêcher cet ancrage local. Pensez aussi à l'entraide entre les habitants, comment formaliser d'autres moyens que les réunions qui peuvent paraître parfois répétitifs et rébarbatifs pour les personnes. Et puis pour les activités inclusives et valorisantes, on se pose la question aussi d'un animateur de vie sociale, est-ce que ça pourrait avoir un intérêt au niveau des activités inclusives et valorisantes. Alors pour la suite, voilà, je vous mets un petit peu un topo de ce qu'on envisage. Il y aura des communautés de pratique. Il y aura des outils méthodologiques et aussi on compte faire des formations pour des personnes ressources au sein des HIS, mais aussi pour sensibiliser à l'existence des HIS. Je suis désolée d'avoir dépassé le temps.